À peine le coup de sifflet final retentit-il que le Parlement marocain monte au front. Mais pas sur un terrain de sport. Cette fois, c'est dans l'arène politique qu'il réclame sa revanche, exigeant ni plus ni moins que le Sénégal abandonne sa coupe. Ce qui n'était qu'un revers sur le gazon s'est mué en véritable affaire d'État, enflammant aussi bien les bancs parlementaires que les tribunes virtuelles. Loin de se contenter d'un débrief tactique ou d'un simple mea culpa sportif, certaines figures politiques ont préféré allumer l'incendie diplomatique. Appel à saisir la CAF, plaintes projetées vers les hautes sphères internationales, et même, comble du zèle, demande formelle de destitution du champion sous prétexte d'arbitrage douteux et de manœuvres extrasportives. Pour ces parlementaires, ce n'est pas une défaite, c'est un complot qui a changé le cours du match. Rien que ça. Lors de la fameuse séance houleuse au Parlement, plusieurs élus ont jugé que ce qui s'était passé en finale relevait moins d'un arbitrage maladroit que d'un sabotage pur et simple des principes d'équité et de neutralité. En s'appuyant sur des passages bien choisis, notamment l'expulsion de certains joueurs en colère suivie d'une reprise du match dans une ambiance pour le moins étrange, ils ont dressé un scénario quasi fantastique. Pour certains, ce n'était pas juste une mauvaise journée pour l'équipe. C'était comme si une force obscure avait parasité les esprits marocains à des moments décisifs. Et c'est là que le débat a basculé. Des insinuations plus qu'appuyées ont pointé vers des pratiques occultes, des sortilèges, voire de la sorcellerie. De quoi faire bondir de rire, ou d'effarement, les observateurs du continent face à une telle envolée narrative. Le moment fort, ou plutôt le plus surréaliste de cette joute parlementaire, c'est sans doute quand certains élus ont voulu faire de l'arbitre la cible numéro 1. Pas seulement sur le plan sportif, non, mais sur le plan judiciaire. Leur argument ? L'homme vivrait au Maroc, y détiendrait sa petite carte de séjour, quelques biens, peut-être même une voiture immatriculée localement, donc hop, devant les tribunaux. Pour eux, ce lien de résidence suffisait à lui coller une responsabilité pénale bien marocaine. Mais cette théorie audacieuse n'a pas fait l'unanimité. Des spécialistes du droit sportif ont vite rappelé à l'ordre. L'arbitrage, ont-ils dit, relève d'instances internationales et non d'un tribunal national prêt à juger un sifflet jugé trop capricieux. Bref, vouloir juger un arbitre comme un criminel pour un carton mal sorti, c'est franchir la ligne rouge. Pendant que certains s'emballaient pour réclamer justice sur le terrain, d'honneur parlementaire, d'autres, plus terre à terre, ont levé un sourcil sceptique. Dans les couloirs comme hors des murs de l'Assemblée, des voix se sont élevées pour dénoncer ce grand mélange des genres entre ballon rond et politique de fond. Selon eux, ce détournement de priorité ne redorait pas le blason du pays, bien au contraire. Surtout dans une époque où l'horizon du citoyen marocain est plombé par des réalités bien plus pressantes. Prix qui grimpent en flèche, pouvoir d'achat en chute libre, chômage persistant, écoles et hôpitaux en souffrance, route à l'abandon. Face à tout cela, ils se demandaient sérieusement, fallait-il vraiment bloquer des heures de débat national pour disséquer une défaite sur gazon pendant que le peuple réclame des réponses concrètes à ses galères quotidiennes? Et comme souvent, les réseaux sociaux se sont vite transformés en ring de boxe numérique. Dans certaines chaînes et coins d'Internet surchauffés, le récit s'est durci. On ne parlait plus de simple échec sportif, mais d'un complot soigneusement ficelé contre le Maroc. L'équipe sénégalaise s'est retrouvée dans la ligne de mire, accusée d'avoir non seulement profité d'un arbitrage bienveillant, mais aussi, tenez-vous bien, d'avoir eu recours à des pratiques douteuses pour décrocher le trophée. Résultat, une pluie de réactions outrées a éclaté chez de nombreux supporters et analystes africains qui ont vu là une dérive inquiétante,
ternissant l'esprit du jeu et jetant un discrédit général sur tout le football du continent. Du côté sénégalais, pas de coup d'éclat ni de déclaration à la volée. Les autorités ont opté pour une sobriété glaciale, rappelant simplement que la victoire s'était jouée là où elle devait l'être, sur la pelouse. Le match, souligne-t-elle, s'est déroulé sous l'œil vigilant d'arbitres nommés par la CAF et d'observateurs internationaux. Autant dire, sous contrôle. Si contestation il y a, ont-elles ajouté, qu'elles suivent les couloirs légaux, pas les micros des chaînes en colère, ni les pupitres parlementaires en surchauffe. Certains analystes ont aussi pris la parole, rappelant que le football africain n'est pas étranger aux polémiques, mais que jamais auparavant une Assemblée nationale ne s'était mise en tête d'exiger la destitution d'un champion ou l'arrestation d'un arbitre. Quant aux rumeurs affirmant que la délégation sénégalaise aurait été retenue au Maroc après la finale, les versions divergent. Pour les uns, il ne s'agissait que de procédures logistiques banales liées à la sécurité. Pour d'autres, ce serait le prolongement d'un climat de tension post-match. Une chose est sûre, aucune preuve officielle n'a confirmé l'idée d'un blocage volontaire ou d'une tentative de forcer les Sénégalais à déposer le trophée, malgré ce que certains coins d'Internet ont voulu faire croire. Au milieu de cette tempête post-finale, un débat plus vaste a refait surface, échappant aux cris et aux larmes, celui de l'état général du football africain, des failles de l'arbitrage, du rôle parfois flou de la CAF et de l'urgence d'un grand coup de balai institutionnel. De nombreux analystes, un brin plus posés, ont reconnu les mérites de l'équipe marocaine, performante et combative tout au long du tournoi, mais ont rappelé qu'une finale, souvent, se joue à des détails infimes et à des nerfs d'acier. Selon eux, s'abriter derrière des théories fumeuses ou agiter l'épouvantail du complot, c'est courir après des fantômes au lieu d'affronter la réalité. Ça ne fait pas progresser le niveau, et encore moins gagner des coupes. Quant aux gesticulations du Parlement marocain, qu'elles soient teintées de symboles ou de stratégies politiques, elles sont avant tout le reflet d'une société blessée par une défaite difficile à digérer. Mais elles posent surtout une vraie question. Où s'arrête le rôle des élus dans la sphère sportive ? Et à quel moment faut-il remettre les priorités sur la table ? Entre ceux qui voient là une défense noble de l'honneur national et ceux qui y lisent une diversion commode pour ne pas parler d'échecs plus profonds, un fait reste incontestable. Le trophée, lui, a bel et bien pris la route du Sénégal. Et dans les livres, ce sont les buts et les scores qui restent, pas les communiqués ni les complaintes. Si l'on veut vraiment apprendre quelque chose de cet épisode, ce ne sera ni dans les cris, ni dans les accusations, mais dans la capacité à transformer la frustration collective en levier de progrès. En fin de compte, ce qui aurait pu rester un simple chapitre sportif est devenu un miroir grossissant des tensions politiques, sociales et identitaires d'un pays. Et ce reflet, lui, ne s'efface pas si facilement. Il suffit d'un ballon, d'un but manqué, et soudain, c'est toute une société qui se reflète dans la surface de réparation. Ce qui devait rester un simple jeu s'est transformé en révélateur de tensions enfouies. Le foot, miroir géant des fissures sociales. Une unique défaite, et voilà que certains en profitent pour rouvrir les vieux dossiers poussiéreux de la défiance envers les institutions, du sentiment d'injustice ou de l'éternelle question « à qui profite vraiment l'arbitrage ?» Lorsque le Parlement marocain s'emballe et réclame des sanctions extrêmes contre l'arbitre ou l'équipe adverse, ce n'est plus du sport, c'est une affaire d'État. Comme si dans un contexte déjà saturé de stress économique,
d'angoisse sociale et de frustration collective, reconnaître qu'on a perdu devenait insupportable. Alors, on déplace le problème, on l'agrandit, on le politise. Dans un climat où le moindre dirham pèse lourd, où l'espoir d'une vie meilleure s'amenuise et où les opportunités semblent fuir plus vite que les promesses électorales, une victoire au football devient plus qu'un simple score. C'est une bouffée d'air, une illusion d'unité, un exutoire. Mais quand ce souffle est arraché, la frustration explose et cherche où frapper. Parfois sur l'arbitre, parfois sur l'adversaire, parfois même sur des théories ésotériques sorties de nulle part. Et c'est là que le vrai danger surgit. Quand on s'habitue à chercher des coupables à l'extérieur plutôt qu'à se remettre en question. Quand perdre devient automatiquement synonyme de trahison ou de conspiration. Cette logique, si elle s'installe, tue lentement l'esprit de compétition, empêche le progrès et finit par saboter le sport lui-même. Le football sur le continent africain avance déjà sur un terrain glissant. Structure fragile, organisation souvent chaotique et inégalité criante entre les fédérations. Ce dont il a besoin, de réformes concrètes, de bilans lucides et non de grands discours enflammés qui ne font que creuser le fossé entre les supporters et leur équipe. Faire du pauvre arbitre un bouc émissaire à abattre au point de réclamer sa mise en cellule comme s'il avait trahi une nation pose de vraies questions. Respecte-t-on encore le droit international? Et que dire de l'image des institutions qui, au lieu de jouer la carte de la sagesse, versent dans l'alimentation d'une colère populaire déjà brûlante? De la même manière, accuser l'équipe du Sénégal d'avoir triché, favorisé ou trahi l'esprit du sport revient à piétiner les principes de fraternité entre nations africaines. Cela ruine des années d'efforts pour faire de la Coupe d'Afrique un moment de rencontre, pas un ring de paranoïa collective. Comme toutes les autres équipes, le Sénégal a joué selon les règles, sous le regard des mêmes instances arbitrales. Si contestation il devait y avoir, elle aurait dû s'exprimer là où elle est légitime, dans les cercles juridiques du sport. Pas dans les halls des parlements ni sur les plateaux télévisés à grand spectacle. Au fond, cette affaire révèle une confusion de plus en plus dérangeante, quand la politique s'invite sur le banc de touche. Au lieu de s'occuper des lois, des écoles ou des hôpitaux, certains préfèrent commenter les tirs au but. Alors qu'on attend des élus qu'ils servent l'intérêt général, voilà qu'ils s'improvisent experts en VAR et justice sportive. Bien sûr, le sport est un outil redoutable de soft power, capable de faire vibrer les foules et d'orienter l'opinion. Mais quand, en pleine tempête sociale, il devient subitement une priorité gouvernementale, difficile de ne pas y voir une diversion bien calculée. Et au lieu de regagner la confiance du public, ce tour de passe-passe ne fait que creuser davantage le fossé. Pourtant, au fond, les faits sont têtus. Les trophées ne se remportent ni dans l'hémicycle, ni devant les caméras. Ils se conquièrent avec des passes précises, des tirs cadrés, de l'endurance et un mental d'acier. Bref, sur la pelouse, pas sur les pupitres. Une défaite, aussi amère soit-elle, fait partie du contrat. C'est le revers du jeu, mais aussi l'un de ses plus puissants moteurs de progrès. Elle n'est ni une honte à dissimuler, ni une catastrophe nationale. Au contraire, la reconnaître, c'est faire preuve de maturité, d'introspection et donc de grandeur. Car aucun projet sportif sérieux ne peut avancer sans savoir tomber. La leçon, si elle existe, est limpide.
L'avenir du football africain, et du Maghreb en particulier, se construira non pas sur les cris d'indignation ou les théories du complot, mais sur la formation des talents, l'amélioration transparente de l'arbitrage, l'indépendance des structures sportives et surtout, l'acceptation de perdre avant même d'apprendre à gagner. C'est en changeant cette culture qu'on transformera l'échec en tremplin. Et dans un monde où tout va trop vite, il devient crucial de ne pas confondre passion et confusion, terrain de sport et champ politique. Car les peuples, aujourd'hui, n'attendent pas un nouveau scandale à commenter, mais un véritable espoir à construire, avec ou sans ballon.